Je m'intéresse à des problèmes d'actualité. Je m'intéresse à ceux de l'Europe. Je m'intéresse à ceux d'autres parties du monde. Je l'ai déjà dit à propos de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Et il y a des collègues qui sont fascinés par l'Orient ou l'Extrême-Orient. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a toujours fasciné, ce sont les pays neufs, ceux dont l'histoire couvre quelques siècles. C'est une simplification parce qu'ils n'étaient pas vierges et qu'il y a des peuples premiers. Mais malgré tout, ça permet peut-être plus facilement de les comprendre que de se pencher sur la Perse qui existe avec la même langue. Et comme une entité politique très souvent, depuis 4500 ans. Même chose pour la Chine, même chose avec la continuité politique en moins pour la Grèce. S'intéresser, ça suppose une profondeur de champ qu'il est difficile de mettre en œuvre et c'est plus facile de la mettre en œuvre pour ces pays issus de la colonisation. C'est pour ça que j'ai été absolument ravi lorsque j'ai eu l'occasion d'être invité comme French National Fellow en Nouvelle-Zélande en 1982 et du coup en Australie. Et puis à partir de 1982, j'ai eu l'occasion de me rendre fréquemment au Brésil. Et le pays m'a fasciné pour beaucoup de raisons. Parce que c'est un pays neuf, mais un pays neuf où la présence amérindienne est toujours sensible, dans la toponymie, dans la présence fugitive, mais quand même visible, d'Indiens encore primitifs, par exemple au cœur même de l'agglomération de Saint-Paul, dans la Serra do Mar, entre Saint-Paul et Santos. Vous avez une forêt qui reste vierge et dans laquelle demeurent des Indiens qui ne sont pas très différents de ceux qu'il y avait il y a 5 siècles. En allant au Mexique, j'ai été étonné de voir également, à proximité de Puebla, création espagnole des années de 1530, l'église de Tonetitzla, qui est une église créée par les franciscains dans une communauté de langue nahuatl, aztèque, qui continue à parler nahuatl aujourd'hui, à 20 ou 25 km ou 30 km d'un des foyers essentiels de la présence. Donc il y a cette complexité qui est plus sensible peut-être au Brésil et au Mexique que dans d'autres pays. Et puis, il y a la multiplicité des projets. Celui d'un colonisateur qui essaie, qui cherche, qui est intéressé par les richesses, qui découvre qu'il est possible de produire du sucre, qu'il est possible d'extraire de l'or, des diamants, qu'il est possible de s'enrichir avec le café, avec le caoutchouc. Donc une histoire qui est celle classique des cycles de matières premières et de ressources successivement, mais en même temps une histoire dont on parle moins, qui est celle de l'occupation même du pays, de la trame sociale que les gens mettent en place avec des densités extrêmement faibles, avec comment, par exemple, les populations amazoniennes vivent-elles quand on est à 5 heures à la rame du lieu le plus proche. Évidemment, avec les pirogues et les moteurs Johnson, c'est un peu différent. Mais quand même, comment scolariser ses enfants quand il y a 1 heure de canot tous les matins et quand Lula a voulu favoriser la scolarisation dans l'Amazonie, c'est en donnant des allocations d'essence aux parents qu'il l'a fait, non pas par d'autres moyens. Enfin, c'est ces choses-là qui me fascinent. Et j'ai donc consacré un ouvrage important en 2004 ou 2005
à la fabrication d'une grande puissance, le Brésil, et j'y ai incorporé ce que j'ai essayé de faire ailleurs, c'est-à-dire la mise en évidence de traditions culturelles différentes, traditions américaines, traditions africaines, traditions européennes, et variées pour celles-là, avec deux vagues, celle de la colonisation et celle de la fin du XIXe siècle, de l'arrivée en masse des Italiens et des autres colons. J'ai essayé de prendre en compte la dimension économique, et puis de suivre ce qui motive les Brésiliens aujourd'hui, cette espèce de fascination pour les deux autres grandes puissances mondiales, selon eux, les États-Unis et l'URSS. Et donc une course au XXe siècle dans laquelle les Brésiliens hésitent en permanence entre deux modèles, celui de Washington et celui de Moscou, avec des tensions, avec un dictateur militaire qui répond à l'avancée des idées de gauche à certains moments. Donc c'est cette histoire que j'ai essayé de montrer, et bon, je suis très content de l'avoir fait à cause de la complexité du sujet et en même temps du rôle qui joue à partir de 1900 les idéologies de la modernité. Et plus récemment, la postmodernité, sous la forme en particulier de la multiplication des sectes évangéliques, qui transforment profondément un pays dont 94% de la population se déclarait catholique en 1945. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 30% d'évangéliques et moins de 60% de catholiques. C'est quand même, on parle de révolution dans le domaine culturel. D'habitude, ce n'est pas trop rapide. Là, c'est une espèce de raz-de-marée au cours des 25 dernières années. Donc, c'est cela qui m'a fasciné. Donc, je me suis intéressé au Brésil et je m'intéresse également à d'autres ensembles territoriaux, et en particulier, à la suite de ce que j'ai fait sur la genèse des mythologies modernes, je m'intéresse à l'Occident. Et j'ai fait toute une série de travaux sur la pensée occidentale. Cette pensée occidentale, j'ai essayé de la suivre en particulier dans un domaine qui était un peu négligé, qui est... je me perds, qui est celui de l'urbanisme. Je vous ai dit tout à l'heure que les Japonais n'avaient pas la même idée de l'urbanisme que nous. Et je me suis dit, mais au fond, l'urbanisme que nous connaissons, c'est une création de la Renaissance, c'est une création du XVe siècle, d'Alberti. Et j'ai essayé d'en raconter l'histoire comme d'une des composantes essentielles de la réalité occidentale. C'est donc une contribution à la géographie urbaine, mais sous l'angle des conceptions, des schémas mentaux qui ont été mobilisés par des sociétés occidentales à partir des alentours de 1460-1470. Donc c'est un des aspects. Je m'intéresse à une autre des composantes de la société occidentale, qui est le capitalisme. Et j'ai ici un manuscrit, dont c'est la deuxième version, et qui est un manuscrit sur le détour capitaliste et la globalisation. Et je m'y attache à montrer comment le capitalisme tel que nous le connaissons est lié très profondément à l'aventure occidentale. Il n'est pas présent que là, mais enfin, il s'y est épanoui. Et il s'est épanoui sous plusieurs formes
il s'y est épanoui parce que les gens, moyennant un détour spatial, la connaissance d'autres lieux, ont découvert la manière de s'enrichir au XVIe siècle. Ils ont découvert la manière de s'enrichir en mettant au point des techniques industrielles au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle, et ils sont en train de découvrir de nouvelles manières de s'enrichir en jouant sur les techniques de la communication et de l'information. Le détour n'est plus un détour dans l'espace directement, ce n'est plus un détour dans le temps, c'est un détour dans l'espace et dans le temps, mais moyennant des technologies modernes de l'information. C'est à cela que je consacre ce manuscrit, qui n'a pas encore été publié, qui sera, j'espère, un jour, et qui est donc une des curiosités que j'essaie de satisfaire dans ce domaine. Et toujours dans le même ordre d'idées, j'ai consacré depuis quelque temps pas mal de travaux, de soucis au problème de l'Occident plus généralement. Et ces problèmes de l'Occident, je les vois comme ceux qui sont liés à la mise en place d'un type particulier de formation politique, ce que les politologues appellent l'État westphalien, cet État qui s'impose en Europe au moment du traité de Westphalie, mais qui est en gestation depuis le début du XVIe siècle. Et donc cet ouvrage que j'ai publié il y a 2 ans sur l'aventure occidentale est un ouvrage sur cet autre caractère, cette autre spécificité du monde occidental qui est cette formation politique, sa dimension utopique, dont l'État tel qu'il se met au début dans le courant du XVIIe siècle, le monarque, et ensuite le monarque républicain, le gouvernement élu, essaie de faire advenir un ordre nouveau, qui est un ordre de justice, qui est un ordre d'égalité, et c'est ceux qui cimentent ces expériences. C'est donc cette aventure occidentale, et une des raisons pour lesquelles elle s'épuise aujourd'hui, que je traite là-dedans. Et plus spécialement alors pour l'époque contemporaine, je suis la formation de l'Europe. Alors c'est la 3e version. J'ai terminé la première version le 19 juin 2016, 3 jours avant le Brexit. Autrement dit, la première version n'a été, je dirais, présentable que 3 jours. J'ai été un peu découragé, j'en ai fait une autre version au début de 2017. Et puis, j'ai trouvé que je n'insistais pas assez sur, je dirais, ce qui honrait la marche de l'Europe, sur les oppositions à l'Europe. Et donc, cette Europe en question, refondation ou enlisement, est une Europe qui, après une période d'épanouissement, et sous le coup de la critique de la modernité et de la globalisation, vacille. Je suis très pro-européen, mais je me rends compte que la construction de l'Europe ne se fait plus dans les mêmes circonstances, et je m'interroge là-dessus. Et voilà, par conséquent, les préoccupations pour le monde, les différentes parties du monde que j'essaie de développer. Et puis, comme ça fait maintenant 60 ans que je fais de la recherche, je me suis dit qu'il serait bon de résumer cela sous une forme qui ne serait pas trop longue. Et j'ai rédigé depuis 1 an cet ouvrage sur comprendre le monde, les géographies d'hier et d'aujourd'hui. Je le croyais au point, puis je l'ai relu il y a 3 semaines. Le chapitre 4 m'a paru faible. Et j'ai achevé de rédiger la seconde version du chapitre, ou la énième, c'est pas la seconde, du chapitre 4, 7,5. Donc il me reste à la relire, à la mettre au point. C'est donc quelque chose d'actualité.
Et j'y présente cette expérience sous deux traits. Parce que la géographie, ça désigne à la fois un type de connaissance et un domaine académique, une science, et puis la réalité elle-même qui est sous-jacente et qu'on essaie d'appréhender. Et donc la première partie raconte l'évolution de la pensée pré-académique et académique, et en particulier l'apport de la géographie classique et l'apport qui suit le tournant culturel. C'est la partie qui ne me satisfait pas, et que j'ai réécrite cette nuit. C'est pour ça qu'il y a des choses dont je vous dis que je ne les ai écrites que cette nuit, parce qu'elles n'ont jamais été rédigées avant cela. Et puis, la deuxième partie essaie de montrer ce que la géographie, ce qu'était la réalité géographique et comment elle a évolué, comment elle est à l'heure actuelle, depuis, je dirais, les grandes découvertes, et cela à l'échelle du monde, à l'échelle moyenne des régions et des nations, à l'échelle locale. Et les derniers chapitres sont consacrés au bouleversement que la crise de la modernité et la globalisation y introduisent depuis une quarantaine d'années. Voilà donc, si vous voulez, le dernier état de ce que je suis en train de faire. Voilà donc résumé 60 ans de travail. Merci beaucoup.